YouTube. Alors, c'est parti. Alors, bonsoir. Alors, je m'excuse pour tout le monde. Il y a eu un malentendu et c'est malheureusement un malentendu provoqué par la technologie Facebook. Étant donné que je suis au Brésil, je suis incapable de paramétrer mes balados en fonction de l'heure du Canada. Et j'ai appris cette semaine par une collègue qui, elle, est française et qui régulièrement se rend dans sa famille en France, qui est, peut-être que tu la connais, Louise Marie-Élodie Hudon, qu'on voit dans nos activités de réseautage à Sherbrooke. Elle m'a dit qu'elle avait ce problème-là et qu'elle, tout simplement, Facebook lui verrouillait son compte quand elle s'en allait en France. Fait qu'elle m'a appris que finalement, c'était pas si pire que ça, ma situation. Fait que, on vaut mieux en rire et bien, je m'excuse pour tous ceux qui sont présentés à 5 heures. J'ai lancé quelques rappels, mais je sais que, bon, c'est pas toujours évident dans le feu de l'action de les voir passer, les rappels, les notifications et tout ça. Alors, ben, j'invite les gens, donc à venir voir, l'enregistrement et puis, ben, on a une unique, participante, une, irréductible, Louise et Louise, tu nous disais que tu connaissais déjà, Jean, vous étiez déjà parlé? Ben, je l'ai rencontré à l'université, je ne le connais pas, je l'ai rencontré. Je sais, il était venu à l'université de Sherbrooke il y a quelques années de ça, puis oui, je me Tu avais eu souviens. l'occasion de Oui, faire oui, ah oui, oui. Oui, de puis lui glisser quelques on a mots. travaillé avec ses livres aussi, et puis oui, Bien, oui. c'est ça. Alors, je vais vous présenter un petit peu comme on s'était parlé. C'est que Jean a 2 champs d'intérêt. Vous me corrigerez, Jean, si je fais des erreurs, mais ce que j'ai compris, c'est que vous vous intéressez beaucoup à la pédagogie de la traduction. C'est votre champ d'intérêt, un de vos champs d'intérêt principaux et c'est par celui-là que la plupart des traducteurs vous connaissent. Ils connaissent très bien la traduction raisonnée. Moi, j'ai pris aussi connaissance de la traduction, la méthode, voyons, la traduction, L'analyse du discours. l'analyse du discours comme méthode de traduction, qui était le fruit de votre thèse de doctorat et qui s'est transformée au fil des ans, qui est devenue la traduction raisonnée première édition, deuxième édition, troisième édition. Alors, et puis là, j'ai su, là, ça s'arrêtait là. J'ai demandé une quatrième édition, mais là, malheureusement, il n'y aura pas de quatrième édition. Fait que, c'est ça. Et maintenant, ce soir, vous allez plutôt, nous parler de votre deuxième champ d'intérêt qui est la mise en valeur du traducteur et c'est il y a quelqu'un qui arrive, il y a Aimé. OK. Alors, le champ, de la mise en valeur du traducteur qui est, très, très d'actualité, à une époque où l'intelligence artificielle, prend de plus en plus de place dans le travail du traducteur et on est rendu actuellement, moi, je travaille en entreprise, là, j'ai été pendant 25 ans pigiste et depuis, à peu près 4 ans, je suis retournée dans la pratique privée et ce que je vois actuellement, c'est que je me sens devenue une réviseure de post-édition et beaucoup de collègues se sentent comme ça. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle nous donne des sorties machines de qualité remarquable. Alors, nous, on arrive, puis on a j on établit le fil conducteur, on change des mots, des co-occurrents, des choses comme ça. Mais il semble que, dans cette perspective-là, notre rôle traditionnel est en tout cas, il en prend pour son rhume. Et donc, justement, quand j'ai vu le recueil, le collectif que Jean vient de publier, qui a fait avec, dans lequel vous avez fait paraître 3 nouvelles vous-même. Il y a eu des personnes prestigieuses comme Louis Jolicoeur. Je ne les connais pas tous, il y en a sûrement beaucoup, mais ceux qui ont retenu mon nom parce que je les ai côtoyés dans ma carrière, Louis Jolicoeur, François Lavallée, Anne-Marie Messa, Charles Leblanc et bien d'autres. Ben, c'est pour nous montrer que la créativité des traducteurs est toujours là, bien vivante. Et puis, vous avez aussi publié d'autres livres. Est-ce que vous voulez nous parler peut-être de votre cheminement, nous faire découvrir votre cheminement par rapport à la mise en valeur du métier de traducteur? Oui. Ah. Bon, merci beaucoup, Sylvie, d'abord pour cette invitation que j'ai acceptée. Et oui, ben moi,
ma carrière, en fait, remonte aux années 70, mais même 68, si je peux dire, parce que j'ai fait un diplômé de l'Université de Montréal en traduction, licence, ensuite maîtrise, et j'ai fait un doctorat à la Sorbonne Nouvelle à la fin des années 70. Ce qui m'a intéressé en premier lieu, ça a été l'enseignement de la traduction, puisque j'avais reçu des cours à l'Université de Montréal. Les professeurs étaient très compétents, mais je restais un peu sur ma faim sur la méthode d'enseignement. Et je me suis dit, si un jour je fais une thèse, ça va porter là-dessus. Et c'était ce qui est arrivé, puisque pour faire une carrière universitaire, il faut un doctorat, et mon doyen m'a bien fait comprendre qu'il fallait un doctorat, donc je n'avais pas le choix. Mais comme ça m'intéressait de poursuivre des études, je l'ai fait. Donc, j'ai fait cette thèse sur l'analyse psycho comme méthode de traduction. C'est pour moi qui ai choisi le titre. J'aurais choisi un autre titre, mais enfin, Danica Seliskovic y tenait, donc on l'a accepté. Et cette thèse-là a été vendue à 5000 exemplaires, ce qui est quand même au fil des années. Là. Et elle a été traduite en anglais, en chinois, en persan et en turc. Donc, ça m'a comme donné le goût de continuer dans cette veine-là, puisqu'au début, je ne faisais que de la pédagogie de la traduction, vraiment. Et donc, je l'ai transformé en 93 en traduction raisonnée, la traduction raisonnée, et comme tu viens de le dire, il y a 3 éditions, etc. Et la 3e édition fait 700 pages, donc j'ai accumulé des exercices, des objectifs d'apprentissage, etc. Mais l'autre champ d'intérêt, qui est celui qui nous intéresse plutôt ici, c'est l'histoire de la traduction. Et à l'intérieur de l'histoire de la traduction, c'est plutôt ce qu'on appelle les translator studies. Les translation studies, c'est la traductologie, c'est la théorie, c'est la réflexion sur le sujet. Mais Chesterman a créé l'expression translator studies, c'est-à-dire les études sur le traducteur. Et moi, c'est ça que j'ai toujours voulu faire, que je me suis appliqué à faire pour mettre les traducteurs en lumière, montrer leur importance dans l'histoire culturelle de l'humanité. Mais non seulement culturelle, mais l'histoire littéraire, l'histoire économique, l'histoire politique, etc. Et j'ai en 95, en 1990, au congrès de la FIT qui avait lieu à Belgrade, j'ai fait une communication dans laquelle j'ai exposé mon projet d'histoire thématique de la traduction. Parce qu'il y avait un projet depuis les années 60 Rado, un Hongrois, qui voulait faire l'histoire universelle de la traduction dans tous les pays, toutes les langues, etc. Évidemment, c'était tellement ambitieux que ce projet-là oui, je est mort né. Alors moi, à Belgrade, en 90, j'ai dit non, on va limiter le sujet et une façon de le faire, c'est de trouver des thèmes, faire une histoire sélective, donc thématique, pour montrer la part des traducteurs dans l'histoire. Et c'est là que j'ai proposé le plan suivant qui a donné l'ouvrage Les traducteurs dans l'histoire. Et pour ce faire, je ne voulais pas faire ça seul, évidemment, je ne suis pas compétent pour ça, mais j'ai réuni une 50aine d'historiens de la traduction de 14 pays et je leur ai donné carte blanche. J'ai dit, voici les thèmes, dites-moi ce que vous pourriez traiter dans ça de tel point de vue. J'étais bien précis. Alors, par exemple, les traducteurs inventeurs d'alphabet. Bon, celui-là, ce chapitre-là, c'est moi qui l'ai fait, mais inventeurs d'alphabet. Donc, par exemple, des missionnaires qui ont inventé des alphabets pour pouvoir traduire la Bible ou des textes religieux. Wilfila, par exemple, là, auprès des Goths. Mesrop Mashtot en Arménie. Cyril et méthodes chez les Slaves. Et au Canada, il y a James Evans, qui est auprès des Cris du Canada, qui a inventé l'alphabet syllabique. Un alphabet très simple qu'on pouvait apprendre dans une journée et les gens pouvaient lire les prières, ces choses-là.
Et cet alphabet a été repris ensuite chez les Inuits par les missionnaires Oblats et on en a fait l'alphabet des Inuits qui sert à transcrire l'inuktitut. Bon, c'est un exemple. J'insiste pas. Si je m'attends trop, vous m'arrêtez et puis je passe à autre chose. Un autre thème que j'ai voulu développer, c'est les traducteurs bâtisseurs de langue nationale. Parce qu'à l'origine de la plupart des langues, c'est très vrai pour le français et l'anglais, il y a une forte activité de traduction. Les traducteurs enrichissent le vocabulaire, modifient la syntaxe par des apports qui viennent d'autres langues. Donc, bâtisseurs de langue nationale. Même chose pour les littératures nationales. Les traducteurs artisans des littératures nationales. Je vous donne le titre du chapitre là. Et par exemple, ça a été le cas à la Renaissance aux Pays-Bas, en France aussi. Il y a énormément d'exemples qu'on peut donner où l'activité de traduction donne lieu à des littératures nationales. On importe des genres, on modifie la structure de la langue, etc. Autre thème, je pense rapidement, là, les traducteurs diffuseurs de connaissances. Ça, je pense que ça tombe sous le sens, là. L'importation des connaissances en Chine, à Bagdad, qui a été un grand centre de connaissances au Moyen Âge. Mais je vous arrêterai là. Moi, je pense Oui, qu'aujourd'hui, c'est ce volet-là, cet aspect-là de la traduction qui est le plus vrai pour nous, parce qu'on assiste à une explosion des connaissances dans toutes les. Puis juste déjà la pandémie, là, toutes les recherches qui ont été faites rapidement, puis dans toutes sortes de langues. oui, Alors, je pense que c'est ce qui est le plus vrai actuellement pour nous. oui, oui. Puis après ça, vous aviez quoi comme autre? Vous aviez plein de thèmes intéressants. D'autres thèmes, ah oui, alors l'autre thème, il y a par exemple la propagation des religions, hein, évidemment. Hein, Oui. le judaïsme, le christianisme, même l'islam. On dit que le Coran n'est pas traduisible, mais il est traduit dans 2000 langues. Donc, Oh mon Dieu. oui, oui, oui. Donc, il y a 2000 versions du Coran. Pas 2000 langues, il y a 2000 traductions du Coran. OK. L'hindouisme, etc. Tout ça se fait par l'intermédiaire de la traduction. Les traducteurs importateurs de valeurs culturelles aussi. Et on le sait beaucoup, hein, les valeurs américaines sont beaucoup importées par les Par traducteurs. la traduction. Ouais, ouais. Ensuite, bon, ben c'est ça, là. Il y en a un autre, c'était les traducteurs consommateurs et compilateurs de dictionnaires terminologiques. Ça aussi, ça fait un autre chapitre. Bon, ça donne une idée un petit peu de l'orientation que je voulais donner à ce livre-là par des exemples concrets de la Oui, part des traducteurs dans ces thèmes-là. OK? Donc, oui. ce livre-là, comme je l'ai dit, a été traduit dans plusieurs langues, au moins 6 langues. Et il y a eu une très belle qui a été publiée sous les auspices de l'UNESCO. OK. L'UNESCO a beaucoup aimé le projet. Alors, ma collaboratrice et moi, là, Judith Woodward, on était allés à Paris et ça a beaucoup plu. Et on nous a OK. financé un petit peu pour ça. Voilà OK. pour celui-là. Ensuite, vous avez parlé les douaniers des langues. Les Bon, douaniers des langues, oui, oui, effectivement. les douaniers des langues, ça c'est, en sous-titre, j'ai mis Grandeur et misère de la traduction à Ottawa de 1867 à 1967. Un siècle. Ah, Un OK. siècle, oui, seulement. Euh, Ça commence en 1867. Et au cours de cette période, il y a eu des, comment je dirais, une affirmation des traducteurs au sein de la capitale fédérale. Ouais, Ça se ouais, déroule à Ottawa, hein? C'est ouais. vraiment ça. C'est ceux-là dont je parle. Et il y a des personnages très hauts en couleur dans cette période-là. On s'est défendu, les traducteurs se sont fait traiter, par exemple, par un sénateur, un député du Témiscouata, Mhm. de fou, maboule, etc. Il les a Oh, insultés littéralement. Oui, oui, parce que lui, il s'attachait à son vocabulaire, puis son vocabulaire, il l'avait appris dans la rue, je pense, et il y avait des erreurs que les traducteurs avaient des difficultés à accepter, donc il changeait ça en français plutôt acceptable, surtout dans des documents
des textes législatifs, des documents administratifs. Alors lui, ça lui Ouais. plaisait pas. C'est Pouliot son nom, je me souviens bien. C'était la terreur des traducteurs. Il faisait des descentes en cours aux communes contre les traducteurs. Bon, ça vous donne un exemple. Mais il y a beaucoup d'auteurs québécois qui étaient censurés au Québec et qui venaient comme traducteurs à Ottawa, où à l'époque on était moins regardant. Je pense, les noms, là, vous allez voir que j'hésite beaucoup. C'est pour ça que j'hésite beaucoup à donner des entrevues, puis je ne donne plus de conférences et des balados, parce que on dirait que dès que je cherche un mot, ça sort pas. Comment C'est il qu'il ne faut pas y s'appelle? penser. Jean, il ne faut Ouais, pas vous y penser, puis ça va sortir plus tard. oui, bon, d'accord. Vous n'êtes pas tout seul, faites-vous en pas. Rodolphe Girard, voilà, ça me vient. Ah Rodolphe oui! Girard, Marie Calimet, voyez-vous. Bon, alors, Ouais. ça a été mis à l'index, son livre, critiqué par le clergé, etc. On y est venu comme traducteur à Ottawa. Donc, c'est un peu toute cette atmosphère-là que je recrée dans cet ouvrage-là que j'ai rédigé avec Alain Otis de Moncton. Et on a recréé l'ambiance de la capitale du point de vue des traducteurs. Et on remarque que les traducteurs étaient des grands animateurs de la vie culturelle à Ottawa à cette époque-là. Ils jouaient des pièces de théâtre, ils organisaient des conférences. C'était vraiment des animateurs hors pair pour animer la capitale du point de vue culturel, les traducteurs. Donc, c'est un Incroyable. livre plein d'anecdotes qui se lit facilement. Alors, la plupart de mes livres se lisent facilement, pour ne pas dire tous, parce que j'ai Oui, une sainte oui. horreur du jargon. Moi, le Hmm. jargon, là, adressez-vous ailleurs si vous voulez me faire jargonner. Moi, c'est pas mon cas. C'est facile de jargonner, mais c'est pas toujours facile d'être clair et précis. Hmm. Donc, voyez-vous, comme dans l'Institut, la vie culturelle dans la capitale. Alors ça, je donne tout ça. Il y avait des musiciens, des peintres, des sportifs, et vous seriez étonné de voir ce que les traducteurs ont fait dans ces domaines-là. Musiciens, peintres et sportifs. Et il y a aussi un chapitre que j'ai intitulé Les dictateurs de dictateurs à interprètes parlementaires. Dictateurs. Parce que les traducteurs au débat ont été les premiers à utiliser des machines à dicter hein, pour dicter leurs trucs. Alors, par dérision, ils se faisaient appeler les dictateurs. Les dictateurs. Et ils sont passés à interprètes parlementaires, donc il y en a 6-7. Comme ils étaient habitués à traduire rapidement, ben, ce sont eux à qui on a demandé de se préparer, de se former pour devenir interprètes. Hein? Et j'ai des photos d'ailleurs de la salle où ils se sont exercés avant de devenir interprètes. C'est une photo de ces 6-7 interprètes. Donc, vous voyez un petit peu le contenu de cet ouvrage qui met là encore en lumière, qui valorise les traducteurs de cette époque. Ça, c'est les douaniers des langues. Mais je vais juste vous Oui, arrêter, Jean, parce que arrêtez-moi. parce que je vous ai, là, fait que je vais en profiter, là. Louise, Oui, si tu as des choses aussi à demander, là. Mais vous dites qu'ils sont, ils se sont beaucoup investis dans la vie culturelle à Ottawa, oui. dans différents domaines artistiques. Mais plus concrètement, ça voulait dire quoi leur investissement? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple dans un certain domaine ou comment ça se transposait? Ben, Est-ce que ils organisaient beaucoup de conférences, des conférences OK, publiques, des conférences OK. publiques. Et, on montait des pièces de théâtre. Dans les 2 langues, en anglais et en français? Non, en français, en français. Ah, C'est OK, OK, OK. la communauté francophone. Hein? Ah oui, Les OK. francophones de la Côte de Sable, en général, ils habitaient là, tout le monde se connaissait. Ils participaient à l'Institut canadien-français et ils faisaient des comptes rendus d'ouvrages publiés au Québec ou en Ontario, beaucoup moins, parce que les maisons d'édition n'existaient pas vraiment. Ils ont aussi, c'est à Ottawa qu'a été créée la première association des traducteurs, l'Association technologique de langue française, 1920. Donc, ce sont eux autres qui étaient là. Mais ces gens-là, ils n'auraient pas fait ça s'ils étaient restés au Québec? Est-ce que vous pensez que le fait qu'ils étaient traducteurs OK.
OK. Je ne sais pas, c'est parce que c'était une petite communauté hein, qui était pas refermée sur elle-même, mais qui devait lutter pour ses droits. La Hein, survie, hein, rapportez-vous, ouais. là. Donc ça unit, Ouais, hein, ça ouais. unit. Et c'était des gens qui, certains avaient publié des livres, beaucoup, pensez à Pierre Daviau, Mmh. il y en a plusieurs autres qui publiaient des romans, déjà à l'époque, hein, Pierre Daviau, il est connu pour son langage et traduction, là, ses ouvrages correctifs de la langue, mais il a aussi écrit quelques romans, bon, pas tellement bons, là, je les ai lus, mais c'est des petits romans, hein, mais à l'époque, ça se faisait. Si on voulait vraiment faire partie de l'élite intellectuelle, il fallait publier un ouvrage. OK. Puis, Ouais, autrement dit, leur gagne-pain, c'était la traduction absolument, oui, 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 et les, activités culturelles qu'ils oui, organisaient, c'était, à oui. l'extérieur de leur Bien travail. sûr, OK, oui, c'était OK, des comités sociaux, c'était ça. OK. Tu Oui. des gens C'était pas très dans le cadre actifs. de leur travail comme tel. Hein. Mais et ce que c'est drôle, hein, parce que je vous écoute parler parce qu'aujourd'hui, les traducteurs, je les perçois. Je sais pas, Louise, peut-être que tu pourrais me valider ou en tout cas, ou invalider ce que je vais dire, mais je trouve que les traducteurs aujourd'hui sont, il y en a beaucoup qui sont introvertis. Puis là, ce que vous nous présentez, c'est à cette époque-là, c'était des extrovertis parce qu'ils s'en allaient, ils s'impliquaient dans le monde. Je ne sais pas ce que tu en penses, Louise? Ben, c'était des extravertis dans une communauté. Ils étaient minoritaires dans la communauté. Moi, mes parents, ils sont originaires de l'Alberta. Je suis née au OK? Yukon. Alors, j'ai vécu ça, les minorités francophones à l'extérieur du Québec. J'ai fait mes études au Québec, mais c'est pour ça que je parle français d'ailleurs. Mais il y avait la communauté francophone, je me souviens, du Collège Saint-Jean, puis tout ça, il y avait beaucoup, c'était très dynamique. Quand papa en parlait quand il était jeune, là, il y avait des pièces de théâtre, exactement ce que vous disiez, puis les gens étaient très impliqués, mais quand c'est une question de survie, les gens s'impliquent. Là, ici au Québec, on est encore confortable pour le moment, là. Mais c'est vrai que le traducteur ici, moi, je suis plus. Normalement, ma caméra serait fermée, puis je serais très discrète. Ouais, c'est Je l'ai ça, c'est ouverte ça. parce qu'on est Ouais, juste ouais. trois. J'ai dit, il faudrait bien que je me monte, là, parce que. Mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est ça. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est introverti, puis c'est difficile de sortir de sa coquille aussi. J'ai une sœur, moi, qui est traductrice, puis j'essaie de l'amener. Je dis, participe au balado, elle est vraiment dans sa bulle, dans ses affaires, puis c'est ça, oui, effectivement, quand on est travailleur autonome. Donc, c'était le besoin étant en fait, c'est le besoin qui les faisait, OK, d'après là, Sortir. vous Ben, je rejoignez pense. là-dessus, Jean et toi, là, parce que toi, tu l'as vécu. Effectivement. Moi, j'ai pas vécu ça, là, je sais pas. Puis je suis extravertie. Puis sans doute, moi, j'aurais été interprète. Ce qui m'a empêchée d'être interprète, c'était à l'époque, il y avait pas de CPE, puis il y avait pas tout ça. Fait que, quand j'ai eu des enfants, ben, je me voyais pas partir là, des semaines de temps faire de l'interprétation, là. Fait que c'était ça la réalité des interprètes, hein, dans les années 60-70, hein, c'était difficile de concilier la vie de famille avec la vie d'interprète. Mmh. Ça, Moi, je me saurais sens plus pas dire. extravertie. Je me suis surtout intéressé aux interprètes parlementaires, hein, ceux qui Mmh. Pauline. Ah oui, ça c'est plus, c'est un emploi qu'il y avait, Oui, d'assuré là. Mmh. oui, oui. Alors, en gros, c'est ça. C'est un livre d'atmosphère, si je peux dire. Mmh. Plein d'anecdotes. Certaines sont très amusantes. Il y a des personnages très colorés. On avait son franc-parler. C'était une autre époque, hein? C'était une autre époque. C'est vrai. Et on a essayé, mon collègue et moi, là, Alain Otis et moi, de reconstituer. Et je suis assez fier de ce livre-là. Il y a des livres dont on est particulièrement content Mmh. d'avoir fait, mais celui-là, ça c'en est un, je veux dire, parce qu'il y avait Puis c'est absolument rien. terminé il s'est Ouais, terminé en 1967, hein, c'est ça que vous avez dit là? oui, C'est oui, c'est l'année de 100 ans. l'expo là, l'année, Oui, de oui, l'expo, puis, oui. pourquoi il y a eu un tournant, la Révolution tranquille et tout là? C'est Ouais, ben c'est ça, hein? ça. Là. Ensuite, ça commence 69, là, c'est la Révolution tranquille. Puis là, la dynamique change, et surtout au Québec, là. Puis, alors, c'est ça. C'est toute une époque que j'ai essayé de reconstituer. Puis Un est-ce autre que livre, oui, excusez-moi, c'est à cette époque-là que la loi des langues officielles a été adoptée, hein, 69-70? 69, ouais, mais on ne se rend 69? pas Ah, OK. jusque-là. Non, on arrête à Mmh. 67. 67. On doit mentionner que ça s'en vient, mais disons qu'on ne va pas beaucoup plus loin. Pas Pas plus loin, dépasser là. ces bornes, là.
Donc, un autre livre qui vous intéressait, vous m'avez dit, c'est Les interprètes au pays du castor. Oui, 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 c'est ça. alors c'est ça. Alors ça, c'est un livre, parce qu'on parle beaucoup des traducteurs, disons, j'avais traité beaucoup des traducteurs dans l'histoire des traducteurs, dans les douaniers des langues, etc. Mais on parle peu des interprètes. Et d'ailleurs, pour ce livre-là, j'ai obtenu le Grand Prix de traductologie de la Société française de traductologie en 2000, il y a 2 ans, en 21, je pense. OK. Et je vous dis ça, c'est pas pour me vanter, là, même si ça a l'air de ça. C'est parce qu'une des raisons, c'est, bon, bien sûr, on a évalué la qualité du livre en fonction des autres participants, mais on a aussi dit que le livre porte sur les interprètes et qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui traitent des interprètes. Et Mmh. puis c'est vrai, effectivement, si on en cherche, là, il y a des interprètes, disons, diplomatiques et des interprètes qui Mmh. accompagnent des chefs d'État qui, eux, vont assez souvent rédiger leur mémoire, hein, pour montrer qu'ils ont fréquenté des gens très célèbres et montrer comment les choses peuvent se passer dans des endroits feutrés. Ils ne peuvent pas tout révéler, mais enfin, ils Mmh. nous donnent un peu l'atmosphère qui peut exister dans ces endroits-là. Mais des gens qui parlent des interprètes, qui vont brosser des portraits d'interprètes, il y en a très peu. Je ne connais pas. Alors moi, j'ai voulu faire ça, non pas pour les interprètes du monde entier, encore une fois, mais uniquement pour le Canada. Donc, je savais par mes recherches que quand vous disiez tout à l'heure qu'on accumule de l'expérience, de la documentation, ben c'est un petit peu ça qui est arrivé au cours de mes 50 ans là, dans le domaine. J'ai commencé des études en 68 à l'Université de Montréal. On est en 2023, donc faites le calcul, là, 40, 50, Mmh. 60, une soixantaine d'années que je baigne dans le milieu et Mmh. que j'ai accumulé des documents. Là, mon bureau est plein, j'ai du sous-sol aussi qui est plein. Donc, je voyais qu'il y avait quelque chose à dire et à faire pour non pas mettre les interprètes en lumière, pour les valoriser et montrer leur importance dans l'histoire du Canada. Et plus j'avançais dans mes portraits, plus je me suis dit comment ça se fait qu'on ne les connaît pas plus que ça. Ils ont Mmh. joué un rôle tellement important, tellement important. Et ça commence très tôt, hein. Une des premières professions exercées au pays, c'est celle d'interprète. Hein. Les 2 interprètes de Jacques Cartier, Domagaya et Taignoagny, hein, que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, ont joué un rôle important. Et même Domagaya a sauvé l'expédition de Jacques Cartier en lui montrant comment traiter le scorbut avec une tisane faite de cèdre, là, une décoction Mmh. de cèdre, de feuilles, de branches de cèdre. Ben, c'est quand même pas rien. Donc, je Mmh. présente ces personnages-là dans leur contexte et montrer leur rapport. Il y a aussi un que là, ça, disons, c'est un déboulonnement, si je peux dire. C'est le fameux Mathieu d'Acosta. Euh, et réalité entourant un interprète noir. C'est un noir, ce Mathieu d'Acosta, dont la communauté noire est très fière, très, très fière. Le problème, c'est que Mathieu d'Acosta n'a jamais mis les pieds au Canada. Mmh. Et on ne sait pas quelle langue il parlait, on ne sait pas quand il est mort, quand il est né, on ne sait pas quand il est mort, etc. Et j'ai donné une option, ça tombait mal, c'était dans le mois des Noirs, en février. Ah. Euh, J'avais publié un article dans la revue Le Chaînon. Et il y avait évidemment des Noirs dans la salle et tout ça. Et bon, ben, j'ai dit, on m'avait invité à parler de Mathieu d'Acosta. Ben, j'ai dit la vérité. Et là, les gens sont tombés de leur chaise. Il y avait même un historien à côté de moi qui est historien au secondaire. Et il dit là, parce que je viens d'entendre, je suis obligé de tout refaire mon cours qui Ah. parle de Mathieu d'Acosta. Parce que il n'est pas venu. Mais il y a toute une légende qui l'entoure. Ah, OK, il y Une a une légende légende qui s'est incroyable. bâtie. Et un des membres, des participants, m'a dit à la fin de la conférence, ouais, mais Mathieu d'Acosta, il était hyper brillant, il parlait 8 langues. J'ai dit, oui, je veux bien, mais il
pouvez-vous me donner un document? Pouvez-vous me dire d'où vous tenez cette information-là? Ah, ben, dit tout le monde, c'est ça. Ben, c'est ça les Ah, légendes. C'est ça ouais. les légendes. Hein? Bon, alors, il était un peu déçu, tu sais, puis ça faisait pas son affaire. Mais je regrette, un historien doit dire la vérité. Tu sais, Exactement. on ne peut pas le prouver. Bon, alors ça c'en est un. Mais les autres, c'est pas ça. Les autres, comme Étienne Brûlé, bon, tout le monde connaît Étienne Brûlé, Nicolas Perrault, mais il y a aussi des femmes. C'est ça, je n'ai pas oublié. Tana Deltour, la femme esclave, ambassadrice de paix. Tana Deltour, qui n'est pas connue, mais au Manitoba, elle est très connue, mais pas chez Ah, nous. Et pourtant, elle a joué un rôle capital entre les guerres pour la compagnie de la baie du Son pour pacifier les Cris et les Inuits, parce qu'ils s'entretuaient, etc. non, oui, 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 oui. J'ai Elle travaillé a un joué été. un Oui, oui, rôle, oui, ça m'aime pas du tout. non, Oui, elle a joué un rôle oui. capital, capital. Louis-Thomas Chabert de Jonquière, bon, euh, à qui Vaudreuil a demandé de tuer quelqu'un, donc des interprètes assassins, mais c'est par raison d'État, si je peux dire. Et Elizabeth Cook aussi, une femme assez phénoménale. John Long, Tataneuk, qui accompagnait l'expédition de Sir Franklin et qui a sauvé l'expédition de Franklin. John Tanner aussi. Tukalituk et Ibiarbing, des complices de l'explorateur Charles Francis Hall, qui, eux, c'est incroyable ce qu'ils ont vécu. Et ils ont permis à Francis Hall, qui est allé 2 ou 3 fois dans le Grand Nord, euh, ils ont dérivé sur une banquise Ah, pendant 9 mois, et ils ont été récupérés à Terre-Neuve. Et si ça n'avait pas été du mari de Tukalituk, là, et Birbin, qui était un grand chasseur, il savait comment chasser dans des circonstances ah, les plus pénibles, il pouvait passer ouais. des heures et des heures là, devant un trou, etc. Mais si ça n'avait pas été d'eux, tout le monde serait mort de faim. Hmm. Donc, ils ont dérivé là, du nord, puis ils se sont rendus comme ça sur un grand glacier, Hmm. juste qu'ils ont été récupérés finalement à terme. Donc, je raconte toute cette histoire et surtout, je mets en valeur ce qu'ont fait ces deux personnes-là qui formaient un couple incroyable. Jerry Pott aussi, qui a aidé la police à cheval là, dans l'Ouest Ouais. canadien. Oui, oui. Il y a un Comme on thème. disait, la police à cheval, oui, effectivement. On l'appelait comme ça à La l'époque. police non, nous autres, on disait la police montée. Je ne sais La pas police vous autres, montée, hein? oui, police Ouais, montée, c'est police à ça, hein? cheval. Elle a eu plusieurs noms. Mon garçon est d'ailleurs membre de la GRC. Il est en Alberta, Ah, là, mon c'est ça, aîné. c'est devenu la GRC, là, ouais, C'est c'est devenu la ça. GRC, oui, oui, bien sûr. Alors lui, alors ça, il est impayable. C'est un type qui était très laconique, qui parlait pas beaucoup. Et puis, une fois, je vous donne quelques anecdotes pour vous donner un petit peu la saveur des portraits. Alors, il y a des Indiens qui viennent le voir et puis qui viennent voir les membres de la GRC, donc la police à cheval, et parce qu'ils se crèvent de faim, etc. Puis, ils font des longs discours, etc. Puis là, le sergent ou le lieutenant, je ne sais trop, se tombe finalement devant, du côté de l'interprète, je répète, il veut savoir ce qu'ils ont dit. Alors lui, il dit, ils ont faim. Tout ce qu'ils veulent, c'est de la bouffe. Ça se résumait à ça. Mhm. Et puis, il y a le gouverneur général qui est allé faire une visite dans ce coin-là, là, et puis l'autre le traitait comme si c'était là, son compagnon de taverne. Il était pas, il était pas plus poli qu'il fallait avec le gouverneur, alors que les autres étaient vraiment à ses pieds. Et enfin, Mhm. le dernier portrait de cette série, c'est Jean Lheureux, qui est un faux prêtre et un interprète des Pieds Noirs. Alors, Jean Lheureux avait une petite tendance, il était pédophile, homosexuel. Alors, à Ah. l'époque, hein, c'est ça, je parle de la fin du 19e, là, Mhm. c'était une maladie honteuse, personne ne Mm. devait, c'est sûr, il fallait se tenir loin de ces gens-là. Alors, lui, il a été renvoyé du collège, évidemment. Alors, il a pris Mm. une soutane et il s'est en allé dans l'Ouest et il s'est présenté comme un prêtre. Oh. Et puis, les Jésuites l'ont accueilli. Puis là, ils ont bien vu que c'était un faux prêtre. Et il est allé Mhm. ensuite chez les Oblats. Et puis,
etc. Il y a toute une histoire assez particulière et il a collaboré au premier institut pensionnat, à la création en Alberta des premiers pensionnats autochtones. Ah, OK. Oui, dans 83, Malheureux, là, les malheureux, ouais. 1883, oui, oui, oui. Mmh. Donc, on voit que les interprètes suivent quand même l'évolution du pays dans ce qu'il y a de bon et dans ce qu'il y a de moins bon. Mais ça, c'est un livre encore là que j'ai bien aimé écrire et qui fait connaître les interprètes au Canada. C'est chronologique, Mmh. de pas quartier jusqu'à la fin du 19e siècle, début du 20e. Mais une chose, qui me frappe, parce que moi, quand je suis rentrée, au bac, j'ai remarqué qu'on était 75 de femmes puis 25 Ouais. d'hommes, puis je pense que ça s'est maintenu parce que quand j'ai enseigné comme chargée de cours, c'était à peu près ça. Aujourd'hui, il y a plus d'hommes, par exemple, dans la profession. Puis là, ce que je vous entends dire, c'était presque il y a des femmes, là, vous en avez relaté quelques cas, mais c'est une majorité d'hommes. C'était autre chose. Ben, pour une raison Une assez simple, c'est que raison familiale. les Oui, conditions c'est étaient ça. très, très difficiles là, à cette époque-là. Mmh. Mais il y avait quelques femmes. Euh, mais je ne sais pas si aujourd'hui vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, il y a une majorité d'hommes dans la profession. Non, 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 je voulais Ah, dire que la proportion qui est restée très longtemps, 25-75, ah, moi, je faisais mon doctorat dans les années 90, donc il s'était passé quand même, peut-être une vingtaine d'années par rapport au bac. C'est encore la même proportion que je voyais. Là, ce que je vois dans le milieu de travail, c'est qu'il y a plus, de jeunes hommes parce que ce qui les amène à la traduction, c'est les jeux vidéo, l'ordinateur et tout ça. ah oui. Fait que, c'est ce que j'ai remarqué. Mais je dirais pas que c'est moitié-moitié. Non, non, pas du tout, là. Mais il y Non, a plus de jeunes hommes qui s'intéressent à la traduction de ma génération, en tout cas, là. ah, ouais. Je ne sais pas, les statistiques de l'Ordre des traducteurs du Québec, il faudrait Mmh. voir, parce qu'un traducteur sur deux au Ah, Canada ben oui. exerce Mmh. au Québec et ils font des statistiques et je pense qu'il y a une majorité de femmes. Je ne veux pas vous contredire, Ouais, je n'ai pas les ouais. chiffres exacts, mais vous allez avoir Donald Barrabé, par exemple, vous m'avez dit? Oui, il va venir le 22 Ah, février. bon, Fait vous me direz, que, hein, j'aimerais assister à ça si vous me ben oui, permettez. certainement. Oui. Ben oui, on va Comme vous je vous l'ai dit, inviter, il habite en certain. bas de la côte ici, on est presque En voisins. plus! Oui, Ben oui, Louis, son voisin, les 2, imagine-toi, il le voit tondre son gazon. oui, Là, vous allez le voir pelleter son entrée, j'imagine. c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, mais lui, il a les chiffres. Lui, c'est Oui, ben c'est ça que je vais quelqu'un lui qui est. poser des questions, parce que là, il vient de sortir justement, j'ai un collègue qui vient de m'avertir qu'il y a eu un sondage, qui vient d'être publié par l'OTIAC sur les salaires, Ah, et les tarifs pour les pigistes, là. Il y en a un à chaque année. Fait oui, que, oui. c'est sûr que je vais lui poser la question pour voir, s'il y a une augmentation avec la COVID. On voit qu'il y a plusieurs catégories d'emplois où les salaires ont augmenté. Est-ce que c'est vrai pour les traducteurs? Moi, je Ah, pense que oui, là, il y a une tendance à la hausse, d'après ce que je peux voir, oui. mais on va demander. On va lui demander. Ma mémoire fait défaut, là, mais quand ça, c'est un livre que j'ai écrit en 1990. C'est l'histoire de la Société des traducteurs du Québec. Les alchimistes 90. des langues? Ah ben, C'est les vous me alchimistes des l'aviez vous langues. me l'aviez caché. Me Oui, l'aviez caché, Jean. écoutez, pour voir toute la liste complète de mes livres, là, vous allez sur Academia, hein, Jean Delisle, là. OK, Puis j'ai un OK. CV, là. Enfin, ils sont tous là avec une photo de la couverture, puis ils sont là au complet, là. Ben, je vais aller chercher Academia, ça ce soir. Je vais aller chercher ça ce ouais, soir. parce que j'en ai, là, je peux pas toutes les montrer, parler de tous les livres, j'en ai une trentaine. Ça va devenir très fastidieux, là. Ben, en fait, on va se concentrer sur le thème de ce soir, Oui, la oui, mise oui, en oui. valeur Mais des traducteurs, hein, c'est tout à ça. fait. Ce que je voulais dire, c'est, bon, ça, c'est pour le 50e anniversaire de la Société des traducteurs du Québec qui est devenue l'ordre, là. Et si je Oui, me souviens bien, à la fin, j'avais fait une proportion, déjà en 90, hommes-femmes à la ouais. société, et c'était majoritairement féminin. Mais vous savez pourquoi? Je ne Parce sais pas. que, ben, ben, moi, j'ai des éléments de Le- réponse à ça, parce que dans ma thèse de le- doctorat, c'était un des éléments qui ressortait. Parce que dans toute étude scientifique, bon, il y a des critères et tout ça, puis parce qu'on doit faire, des statistiques, puis il y a des coefficients de compensation et tout ça, là.
C'est que, en fait, dans le cerveau des femmes, le corps calleux, vous savez, la structure qui relie l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit est plus large que chez les hommes. Donc, l'information entre les 2 hémisphères circule plus rapidement entre, Oui, pas chez les hommes que chez les femmes. j'ai déjà entendu ça. Et puis c'est prouvé scientifiquement. Donc, il y a cet aspect-là. Puis l'autre aspect, moi, ce que je remarque, les traducteurs masculins, il y a aussi les intérêts qui sont plus techniques. Si je regarde souvent, les femmes vont faire de la traduction technique aussi, là, mais souvent, ben, on va vers nos intérêts aussi en traduction, là. Et je remarque que les hommes, c'est plus, premièrement, la langue, je pense qu'ils la voient plus comme un objet, mais dans le sens positif, là, pas négatif. Parce que tandis que les femmes le voient plus comme un mode de communication, puis je pense que c'est lié au fait que nous, bon, on porte les enfants. C'est aussi, de base que ça, là. La langue n'a pas la même valeur, puis on parle beaucoup de la langue maternelle parce que c'est la langue que les enfants prennent, c'est la langue de la mère. Mhm. C'est nous qui les premiers contacts souvent avec le bébé. Oui, Fait que, c'est ça. Fait qu'on n'a pas le même rapport, les femmes, à la langue, que les hommes. Puis c'est correct aussi, parce que je vais vous dire que, moi, les hommes qui se lancent dans le technique, des fois, là, je les trouve, fantastiques, là. mhm. Ils ont une patience que des fois j'ai pas pour aller dans le technique, là, vraiment. Oui. Donc, ah oui, on n'est pas fait pareil. Même si on Non. voudrait il y a une théorie qui dit qu'on est toutes pareilles, les hommes et les femmes, je ne le crois pas du tout. Non, non, non. Donc là, on peut aborder un autre ouvrage. Je sais pas si vous voulez qu'on en arrive à ces deux-là, là. Les Oui, traducteurs par eux-mêmes. oui, Traducteurs par eux-mêmes. oui. Ça, Le petit dernier, là, de non, 2022. ben, c'est, ouais, le petit dernier, si on peut dire, c'est Après ça, c'est les l'avant-dernier. rives, ouais, Oui, l'avant-dernier, oui. l'avant-dernier, oui, c'est ça. Alors ça, c'est euh, une anthologie collective, Mhm, hein, de traducteurs, de textes de traducteurs, parce que j'ai voulu chercher à demander aux traducteurs à savoir qu'est-ce que les traducteurs ont à dire sur leur métier, hein? mm, mm, Qu'ils soient traducteurs littéraires, techniques ou autres. Hein, parce que les traducteurs prennent la plume aussi. Hein, faut pas croire mhm, qu'ils traduisent seulement les autres. Hein, comme Montesquieu a mhm. dit, c'est ce mot fameux, si vous traduisez toujours, on ne vous traduira jamais. Hein? Ça, c'est Montesquieu qui a dit ça. Donc, les traducteurs sont capables d'écrire et ils écrivent très bien en général et ils prennent la parole dans bien des cas. Et là, j'ai voulu regrouper, je ne sais pas combien il y a de textes, mais il y en a, la table de matière fait une, deux, trois pages là, de textes. Certains sont poétiques, comme je pense à Madeleine Stratford, Le cœur au point, par exemple, là, qui est un inédit dans ce cas-ci. C'est une poésie, puis comment elle aborde le texte en s'inspirant d'un poème, hein, Le cœur au point, on voit tout de suite en Hébert. Hein? Comment elle a peur de ne pas rendre tout le sens, même le non-dit des poèmes Mm. qu'elle traduit, parce que c'est une poète aussi. Elle a traduit d'ailleurs en anglais, Madeleine Stratford, La vallée des avalées de Jean Ducharme. Donc c'est quand même pas rien. C'est une bilingue, moi, pour laquelle j'ai une admiration folle, puisqu'elle traduit aussi bien vers le français que vers l'anglais. Et pour traduire La vallée des avalées, ben, je pense qu'il ne faut pas être au stade 1 de l'apprentissage. Non, 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 non. Hein? Il faut avoir quand même une maîtrise assez exceptionnelle. Bon, Daniel Poulain aussi, qui a écrit des livres. J'ai eu la chance d'avoir deux extraits de lettres qu'il a envoyées dans lesquelles il parle presque à cœur ouvert de ce qui lui est arrivé en tant qu'écrivain dans un milieu de la traduction. Vous ne le croirez pas, mais certains se moquaient de lui. Tu sais. Il était traducteur, interprète, mais il aimait écrire, il voulait écrire des romans, etc. Et on se moquait un petit peu de lui, donc il l'a un petit peu sur le cœur. Donc ça apparaît dans son texte, juste pour donner un aperçu. François Lavallée, qui a publié Mm. ici 5 textes, hein, on voit que ce sont des traducteurs, et François Lavallée est peut-être le plus bel exemple d'un traducteur là, à plein temps, qui travaille, qui gagne sa vie avec la traduction, mais qui, à côté, trouve le temps, je ne sais pas si c'est une hygiène
mentale, mais d'écrire. Écrire non seulement des choses pour la traduction, comme ces traducteurs Le avertis, traducteur averti, encore 1 et plus 2, avertis, etc. c'est Oui, ça. c'est ça. J'ai fait une préface d'ailleurs pour le deuxième, si je me souviens bien. Donc, mais qui trouve le temps d'écrire des nouvelles, d'écrire un roman, hein, pour, parce que ça répond à un besoin. Il aime la langue, il aime l'écriture et il aime la créativité. Et ça nourrit. Hein. Je pense qu'il le dit lui-même que la créativité le nourrit son travail d'écrivain aussi, de traducteur. Pardon. Ah oui, 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 Ouais. oui, je comprends. C'est ça. Alors, il y en a là, puis il y a des choses assez drôles aussi. Le bureau de déplacement d'Hector Berthelot, pour montrer le copinage, comment est-ce qu'on dit, le favoritisme qui avait lieu Le patronage, comme on le disait patronage en bon québécois. en 1895, mais il y allait avoir des élections, là. Alors, il parle du bureau de déplacement. C'est très drôle. Un autre qui est très amusant aussi, c'est Rémi Tremblay, une pièce sans nom. Bon, je ne peux pas les résumer toutes, là, mais Guy Sylvestre, vous voyez, il y en a de pour tous les goûts. François Lavalée, de l'humour, oui, définition du traducteur, définition du réviseur dans un ton humoristique de Jean-Pierre David, etc. Donc ça, c'est les traducteurs réels vus par eux-mêmes. Et l'ouvrage, je ne sais pas combien de temps il reste là. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. On est OK. comme vous voulez, Donc, là. j'ai le temps de parler à ce moment-là, si vous voulez, sur les rives de la traduction. Oui, oui. Ça c'est le dernier. Oui, oui. Ou disons le plus récent. Oui, pour l'instant, là. Oui. Le plus récent. Alors ça, c'est un recueil de nouvelles. Et lorsque j'ai sollicité les collaborateurs, j'avais deux exigences. Premièrement, il faut qu'ils soient traducteurs. Et la deuxième exigence, il faut que leur nouvelle, qui peut traiter de n'importe quoi, hein, ait un traducteur ou une traductrice comme personnage. C'est tout ça. Donc, toutes les nouvelles dans ce recueil ne portent pas sur la traduction. Il y en a qui portent sur toutes sortes d'autres thèmes, mais des personnages et traducteurs. Comme thème, j'ai vu, par exemple, les camps de réfugiés. Est-ce que ça se peut Oui. qu'il y ait une... C'est pas un sujet léger, là, c'est un sujet d'actualité et assez prenant, là. Effectivement. C'est une nouvelle que j'ai traduite de l'anglais au français. C'est la seule qui est une traduction. Je l'ai traduite de l'anglais au français. Et ça m'amène à vous dire qu'une dizaine de ces nouvelles qui paraissent dans ce recueil-là ont été les lauréates du prix, du concours littéraire. Non, ça s'appelle le concours de nouvelles Micheline Simard de l'Ordre des traducteurs de l'Outil. Oui. À chaque année, on organise un concours et on décerne un prix, je pense que c'est 200 $, c'est pas une fortune, hein, à la meilleure nouvelle. Donc, j'avais voulu mettre un petit peu d'ordre dans ça parce que sur le site de l'Ordre, j'avais voulu les consulter. Puis je m'étais rendu compte qu'il en manquait la moitié, que c'était mal indexé, etc. Donc, j'ai fait un travail, j'ai été chercher toutes celles qui manquaient. J'ai eu la collaboration du secrétariat de l'Ordre. Et depuis, ça date de 1999. Donc, il y a quelques années où on n'a pas attribué le prix, mais en général, le concours avait lieu et on a primé une nouvelle. Donc, j'en ai choisi une dizaine de celles-là qui me paraissaient intéressantes et pertinentes. Et j'en ai sollicité d'autres, évidemment. J'en ai commis 3, malheureusement, dont une qui est une espèce de autocritique du seul roman que j'ai publié en 1983. Vous voyez que ça remonte loin, là, une quarantaine d'années. Et ça s'appelle Les obsédés textuels. Le titre m'a été soufflé par
comment est-ce qu'il s'appelle? Landry, qui a été surintendant au bureau de traduction, mais je pense qu'à l'époque, on appelait ça même sous-secrétaire d'État ou Ah, sous-ministre adjoint du bureau de la traduction. Et lui, dans une association, une réunion, un colloque des traducteurs, il a dit, ah, vous autres, les traducteurs, vous chipotez sur des virgules ici, vous n'êtes jamais contents, le mot n'est jamais assez juste, vous êtes des obsédés textuels. J'ai ah, trouvé le terme intéressant et mais je en l'ai effet. utilisé pour ce roman. C'est un roman qui est un très mauvais roman. D'ailleurs, je le dis dans ma nouvelle, là, ça ne vaut pas tripette, comme on dit. Mais je mets en scène une espèce de Don Quichotte qui veut valoriser les traducteurs. Comme vous voyez, ça remonte loin, mon désir de valoriser les Mhm, mhm. traducteurs, de les faire connaître. Là. Et puis là, il lui arrive mille et une aventures. Il se prend pour Don Quichotte et puis il va dans les restaurants et puis il peut engueuler les restaurateurs qui ont massacré le français sur leur menu, etc. Il lui arrive toutes sortes de choses. Ah oui, OK. Et Ah finalement, oui, je vois. il finit à l'asile, dans un hôpital psychiatrique. Alors, dans la nouvelle, Ah. j'imagine que les deux sont sortis de l'asile, se sont échappés et ils viennent me voir pour me dire mes quatre volontés. Hein. Donc, pour me dire que j'avais tort de faire ça, que les traducteurs sont tout à fait capables de se défendre par eux-mêmes, ils le font très bien d'ailleurs, et puis, etc. Donc, j'en prends pour mon rhume. Donc, c'est une autocritique de ce mauvais roman, mais j'ai voulu le faire parce que ça me permettait de faire une nouvelle un peu fantastique dans un sens, parce que c'est pas tous les jours que Mhm. des personnages de romans sortent de romans pour venir s'adresser à l'auteur. À l'auteur, oui, Oui, c'est effectivement, ça. Et ça me permettait. Donc, effectivement. j'en parle aussi dans le livre que je suis en train d'écrire en ce moment. C'est un essai sur la représentation du traducteur dans la littérature québécoise. Donc ça, depuis de très nombreuses années, j'accumule des œuvres québécoises, que ce soit des romans, des nouvelles, des pastiches, même des poèmes, dans lesquels il y a au moins un ou plusieurs personnages qui sont traducteurs. D'où le Mhm. titre que je vais donner à mon livre, Les traducteurs imaginaires. Hein. En sous-titre, Mm. Essai sur la représentation des traducteurs, traductrices et interprètes dans la littérature québécoise. Et ce, cette, cette recherche m'a amené à constater que le personnage de traducteur et traductrice est très, très, très présent dans la littérature québécoise. J'ai Ah oui? relevé au moins 310 heures. Je vais peut-être en trouver d'autres, mais là, je ne cherche plus, là, je les dis. 310 œuvres dans lesquelles il y a un ou plusieurs personnages. Et au total, il y a plus de 400 personnages. Je dois être rendu, je dois faire un décompte là, plus précis, là, à 450 personnages. Et là, on voit que ce soit des littéraires, que ce soit des traducteurs techniques, des fonctionnaires, tout y passe. Et une des raisons à ça, selon moi, c'est mon hypothèse, c'est que les traducteurs, les écrivains au Québec vivent beaucoup de la traduction. À tel Ah, point que certains, il faudrait les appeler non pas des écrivains traducteurs, mais des traducteurs écrivains, puisqu'ils consacrent plus de temps de leur mhm, vie à traduire qu'à écrire. mhm. Il suffit de penser à Jacques Poulain, par exemple, hein, Les Grandes Marées. C'est peut-être un ouvrage classique là, que tout le monde connaît, c'en est un. Dans beaucoup de ses livres, de ses romans à Jacques Poulain, il y a un traducteur, Jack Waterman. Hein? Jack, c'est Jacques, et Waterman, ben, c'est le nom d'une plume, hein? Hein, la plume C'est vrai. Mhm. Waterman. Bon, Hélène Rioux, presque tous ces romans d'Hélène Rioux, il y a une traductrice qui s'appelle Éléonore. Alors, Éléonore, c'est le double hein, de Hélène Rioux. Elle voyage, même chose qu'elle, elle est montréalaise, elle est pigiste, elle fait de traduction littéraire, etc. Donc, c'est très intéressant de voir comment est-ce qu'on décrit ces personnages-là. Et tous les aspects, il faudrait que je prenne ma table
ma table des matières là, qui évolue évidemment, là. Mais on rêve d'être écrivain. Hein? Il y a des traducteurs qui rêvent d'être écrivains parce qu'ils sont frustrés dans la vie de ne pas pouvoir écrire, donc ils rêvent d'être écrivains. Il y a des complicités amoureuses ici. Marine et Jack Waterman, Clara, Maud Laurès, enfin, les noms vous diront rien, là, mais quand vous lirez le livre, si jamais vous me faites cet honneur-là, vous allez voir de quoi il s'agit. Puis je les montre à l'œuvre aussi, parce que dans toutes ces œuvres-là québécoises, on les voit se plaindre de leur métier. Certains ont des considérations du métier de traducteur. Ils l'appellent le petit emploi. D'autres traduisent par plaisir. Ils ont une mission très, très noble. On remarque aussi, j'ai remarqué que la traduction est souvent un refuge pour les traducteurs. C'est-à-dire qu'ils aiment s'isoler. Vous parlez d'introvertis, là. Ils aiment aller s'isoler dans des chalets au fond des bois, dans une ancienne école de rang, sur une île, comme le personnage de Poulain qui va sur l'île Madame dans Saint-Laurent. Donc, on essaie de s'isoler beaucoup. Ça aussi, c'est une tendance. La formation, où est-ce qu'ils acquièrent leur formation. J'ai même trouvé Mathilde, qui est une traductologue historienne, dans un roman d'Hélène Rio. Alors ça m'a vraiment fait plaisir, parce que Hélène Rio est la première, à ma connaissance, et la seule jusqu'à maintenant, à utiliser le mot traductologue et parler d'histoire de la traduction. Alors, inutile de dire qu'elle occupe une place de choix dans mon cœur. La traductologue, ben, je connais la traductologie, qui est, c'est des technologies de l'information, c'est Non, ça? non, la traductologie, c'est l'étude scientifique, méthodique de la traduction. Translation Studies. Hein, c'est la traductologie. OK. Alors, vous là, je vous conseille mon dictionnaire. Notion d'histoire de la Notion d'histoire traduction. de la traduction. Oui. OK. Oui, publié aux presses de l'Université Laval. Parce que là, vous avez besoin de mise à jour de votre vocabulaire. Absolument, je suis d'accord avec vous. Ouais, notion d'histoire de la traduction. Alors c'est récent, ça date attendez, que je m'en souvienne, 2021. 2021. Encore un qu'on n'a pas entendu. Mon Dieu, mon Dieu. Mais non. Ouais. Alors, chaque terme est défini, il y a une définition, et c'est accompagné ensuite de remarques, de 2, 3, 4, ça peut aller jusqu'à 15, 20 remarques pour cerner la notion comme telle, hein? Comme génétique de la traduction. Si vous voulez la traductologie, ben là, vous avez toute la définition de ça. Qu'est-ce que la traduction? Évidemment, le mot traduction est là, la non-traduction, lecture, liberté du traducteur, hyper-traduction, ben, il y a même historien de la traduction, OK. etc. Bon, ne nous égarons pas, mais si vous voulez avoir des définitions précises, ben moi, je vous recommande Oui, celle-là. oui, absolument, Presse de absolument. l'Université Laval. Oui, c'est noté. Ouais. Alors, il y a c'est aussi bien. tout le domaine fantastique, les personnages fantastiques, la science-fiction, il y a des machines à traduire, une vingtaine de machines à traduire dans les territoires québécois, là, aux performances absolument délirantes. C'est Ouais. beau à voir, c'est beau à voir l'imagination des écrivains, les langues imaginaires, le délire d'une traductrice, etc. Il y a les marginaux, les tourmentés. Alors, il y a beaucoup de traducteurs qui frôlent la folie, qui se suicident. Tout ça, c'est dans la littérature. Donc, je vais sortir ça. Et il y a aussi les auteurs qui sont eux-mêmes traducteurs, et ça, c'est assez intéressant, qui vont traduire des passages, puis on va suivre tout le cheminement de leur réflexion. Ils vont donner des versions provisoires, ils ne seront pas tout à fait satisfaits, ils nous disent pourquoi, ils vont se réessayer, ils vont donner une autre version, puis là, c'est pas encore tout à fait. On suit comme ça la démarche des traducteurs dans le roman. C'est un roman, là, on parle de roman, là, c'est pas, c'est rien d'autre. C'est pas des. OK. Ouais. Alors, c'est ça qui est intéressant. Donc, comment j'ai intitulé ça, cette section-là? Traduire sous les yeux du lecteur. Ouais. Voilà.
Traduire sous les yeux du lecteur, ça, c'est un ouvrage? C'est un autre ouvrage? Non, ça, c'est Ah, juste c'est une le nom de section. la... C'est juste une section là, Une d'un section, chapitre. traduire. OK, Oui, sous les yeux oui, du lecteur. oui. Mais tout ça, c'est dans le livre qui va s'intituler Les Les traducteurs imaginaires. traducteurs imaginaires. Ouais. Mais ce que j'entends dans tout ce que vous dites, là, ça couvre tellement de large. Ça prouve une chose, c'est que les traducteurs, c'est extraordinaire la traduction, toutes les ressources qu'il y a, parce que c'est plein de ressources dans ce que vous dites là. Oui. Tous les champs d'expertise dans lesquels ils évoluent, tous les personnages qu'ils créent, ça prouve. Puis je trouve que c'est ça, là, on est ramené comme par l'intelligence artificielle et de la technologie vers, on dirait que ça se rétrécit, alors que c'est Oui, pas ça la effectivement. réalité des traducteurs. Oui, j'aime bien votre remarque. On a une image réductrice du traducteur. Et voilà. Hein? Je prends ça en note. Hey, attendez, il ne faut pas que je la perde, ça. Ouais, Image réductrice. ouais, du traducteur. Oui, beaucoup. Hey, mon Dieu, là, c'est. Comme Ouais. un grain de papier, puis là, maintenant, avec l'intelligence artificielle, les mémoires de traduction là, qui bouchent des trous, etc., qui n'a plus de Euh, créativité, autrement dit. non. On l'appellerait robot, puis ça serait pareil dans l'esprit de certaines personnes. Mais Oui, quand on adopte une perspective historique, on découvre que c'est pas ça du tout. C'est pas pas ça du tout. du tout. Puis Pas encore du tout. maintenant. Mais c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. J'aurais aimé ça que vous écoutiez Julien Zapata qui parlait la semaine dernière, qui est titulaire d'un doctorat en traduction, qui est venu nous parler de la dictée. Puis il disait que la dictée est en perte de vitesse ici, là, au Canada et tout ça, parce qu'on a beaucoup de mémoire de traduction. L'intelligence artificielle nous donne des sorties machines quand même d'une bonne qualité. Mais lui, il voit la dictée comme avec toutes les tablettes puis les téléphones, que ça va permettre aux pays émergents qui n'ont pas justement la possibilité d'avoir des mémoires de traduction, d'avoir des moteurs d'intelligence artificielle et tout ça, de faire de la traduction sans que ça coûte trop cher. Puis ça va permettre de diffuser plus facilement les compétences dans des pays où c'est plus difficile, là. Donc, moi, ce que je voyais, je trouvais ça fantastique. Ça peut diminuer la pauvreté dans ces pays-là parce que ces gens-là vont avoir accès à des connaissances auxquelles ils n'auraient pas accès sans ça. Ça serait fantastique. Là, vous parliez de mission, vous parliez aujourd'hui, ben, on est à l'ère de la mondialisation. On n'est plus là, c'est plus les mêmes enjeux, c'est plus les mêmes missions qu'on a. Mais je vois beaucoup. Je trouve ça vraiment intéressant ce que vous dites. Fait que, oups, on est parti. Ah, Êtes-vous encore là? Ah, moi, je suis c'est là. moi. Je Ah, vous entends. youpi! Je OK, vous entends. ben, je vois. Fait que non, c'est ça, je suis en train de réfléchir à voix haute, là, j'écoute, puis j'essaie de transposer ça dans l'ère de la mondialisation, toutes ces préoccupations-là que les traducteurs ont depuis plusieurs siècles, puis d'amener ça vers la réalité qu'on vit actuellement dans la mondialisation, les pays émergents et tout ça. Puis on est de plus en plus en contact. Moi, ce que je vois aussi la jeune génération, c'est ils apprennent. Il y a beaucoup de jeunes traducteurs qui parlent déjà 3-4 langues quand ils sortent de l'université, là. Ils ont été au secondaire, ils ont fait de l'espagnol, puis sont allés dans des pays d'Amérique latine, puis tout ça. Nous, c'était l'anglais et le français. C'était Oui, parce que c'était plus limité. oui. Fait que, non, je trouve ça vraiment fantastique, là. Vous me faites découvrir toute une partie, tout un pan. Ouais, mais j'ai pas fini. Ben, Ben, c'est écoutez, ça. on peut s'arrêter là ce soir parce qu'on Oui, a déjà dépassé notre heure. Je ne sais oui. pas, Louise, avais-tu des questions à poser, des commentaires à faire? J'ai beaucoup parlé, je m'excuse. Ah, Non, non, excusez-vous non, pas. non, mais j'ai Excusez-vous des surtout achats pas. à faire. Il y a des livres que je vais me Oui. commander. J'ai pris des notes. Ah, Si vous voulez avoir la référence exacte, allez sur mon site Academia. c'est fait. Oui, Ah C'est oui, fait. c'est tout est là. Absolument, tout est là. C'est là.
Merci beaucoup, M. Delisle. C'était Ouais, très ça me fait intéressant. Un grand merci. Ah Et oui, d'ailleurs, comme malheureusement les gens n'ont pas pu venir pour ce qui est arrivé, oui, je c'est vais mettre dommage. justement oui, c'est dommage. L'enregistrement va être là et je vais mettre aussi, je vais aller voir dans le site d'Academia, puis vous me disiez qu'il y avait les couvertures, là, il y a des Ah oui, photos oui, peut-être, oui, des oui. Ah JPEG oui, ou c'est des tout. PDF, là. Je vais les joindre à l'enregistrement pour mettre en appétit nos collègues. Pour, Je vous en remercie. ben, c'est nous qui vous remercions. Puis donc, je vous invite pour le 22 février pour le podcast, le balado avec Monsieur Donald Baradé. C'est bien Oui, ça? oui, j'aimerais bien ça. Oui. Ça va nous faire plaisir d'être, que vous soyez avec nous. Merci beaucoup pour. C'est moi qui vous Merci. remercie de votre invitation. Merci. Plaisir. À Bye-bye, bientôt. merci encore. Bye Merci. bye. Au Bye. revoir. Bye-bye. Merci.